avant de parler du droit à la déconnexion, ou plutôt du droit à la bonne connexion, comme j'aime à l'appeler, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Donc, je suis Yann-Maël Larère, je suis docteur en droit du travail. Et donc, moi, je m'occupe des côtés juridiques et pas des côtés médecine. Mais pour autant, j'ai fait une thèse. Et cette thèse, je ne l'ai pas fait par hasard. J'ai travaillé aussi dans le monde de la communication il y a quelques années et je me suis rendu compte que, à travers ce métier qui demandait réactivité, qui demandait d'être connecté, notamment sur les réseaux sociaux, on appliquait difficilement le droit du travail et qu'on était obligé, si on voulait bien faire son travail, de temps en temps, de se connecter le soir, le week-end, pour être réactif sur l'information. Et quelques années plus tard, les faits m'ont donné raison, j'ai bien fait de me lancer dans cette thèse qui a duré 4 ans à Paris 2. Aujourd'hui, tout le monde parle de déconnexion, de connexion, d'infobésité, des termes que vous devez également entendre et parler, parfois subir. Et donc, on va revenir ensemble sur ces grandes notions. Alors, la première chose qu'on entend quand on parle de droit à la déconnexion, c'est on coupe tout. C'est assez facile. C'est la solution qui avait le vent en poupe il y a quelques années. Aujourd'hui, les entreprises reviennent dessus parce que c'est difficile de tout couper et le numérique, c'est quand même bien pratique. On a besoin d'être connecté avec les autres et la connexion n'est pas toujours gage de négativité. Mais pour autant, il faut peut-être revoir l'organisation du travail. Alors, le travail sans connexion, c'est celui-là. Hein, c'est la charrette avec les bœufs. C'est un travail assez ancien. Et aujourd'hui, même les agriculteurs sont connectés, très connectés, on me dit au premier rang. Et donc, curieusement, je ne sais pas si vous avez envie de revenir à ça. En tout cas, à cette époque-là, on ne parlait pas de connexion, on était tranquille, on n'avait pas de smartphone. Et il y a une notion du travail qui est interrogée derrière, c'est Platon. Pour Platon, ça, c'est du travail. Ce que vous faites, ces activités-là, c'est beaucoup moins sérieux. Ce sont des activités de loisirs. Alors là, a priori, on peut imaginer que ce monsieur est en télétravail, même s'il ne respecte pas les postures recommandées par l'AST35. Là, il y a des risques nombreux. On ne va pas tous les chercher, mais il y en a plusieurs. Mais en tout cas, on peut imaginer que cette personne travaille de chez elle et, a priori, la connectivité n'a pas que du mal. Et puis, on a une autre forme d'organisation de travail, un peu plus laborieuse, avec Gaston. Gaston, il illustre bien ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont présents au bureau, de 9h à 18h parce qu'on leur a dit de faire comme cela, mais c'est très difficile de rester concentré une journée entière. Et vous êtes sans doute aussi, comme Gaston, de temps en temps, vous vous connectez sur les réseaux sociaux pendant votre temps de travail, vous allez peut-être prendre des coups de fil perso, envoyer des SMS. Les SMS, je pense que tout le monde en fait pendant son temps de travail. Avant, ce n'était pas possible, aujourd'hui, ça l'est. Alors, ce que je décris là, ça ne concerne qu'une catégorie de personnes. Ça vise surtout les cadres, puisqu'ils sont tous bien équipés et ils ont le droit de garder leurs équipements pendant leur temps de travail. Il y a des profils, notamment les ouvriers dans les usines, qui sont un peu moins concernés par le sujet de la déconnexion, parce qu'ils ne sont pas forcément connectés, en tout cas pas connectés avec l'extérieur pendant leur temps de travail, même si maintenant ils sont de plus en plus équipés. D'ailleurs, dans les usines, alors là, j'avais pris un exemple chez BMW. Exactement, exosquelette. Donc, on protège toujours la santé. Mais là, pour le coup, ils n'ont pas de problématique d'infobésité ou d'informations qui viennent couper ou hacher leur travail. Et quand ils sortent du travail, a priori, on ne leur demande pas plus. Et ils doivent suivre la cadence de la machine, ce qui n'est pas possible pour des professions intellectuelles. C'est plutôt votre smartphone, normalement, qui doit suivre votre cerveau. Alors, ça donne tout un tas d'usages qui sont un peu qualifiés de gris aujourd'hui et qui sont plus ou moins subis, parfois choisis. Donc, on peut avoir un cadre qui va continuer pendant un déplacement professionnel à lire ses mails dans sa chambre d'hôtel. Mais a priori, en général, quand on est dans sa chambre d'hôtel le soir, on n'a pas grand-chose d'autre à faire.
Dans la voiture, là, ça pose un peu plus de questions, ça peut être un peu plus dangereux aussi, on va revenir dessus. Et puis enfin, il y a dans les transports en commun. Les transports en commun, c'est un temps contraint et pour autant, ce n'est pas un temps de travail à proprement parler. Et certains l'utilisent pour faire de la veille sur les réseaux sociaux ou lire leurs mails, etc. Ça ne présente pas de risque particulier, sinon que ce temps de travail n'est pas pris en compte par l'organisation. Donc d'un côté, on a des gens qui, de temps en temps, font des pauses numériques dans le cadre de la journée imposée par le droit du travail. Et puis, en dehors du droit du travail, il y a tout un tas d'usages aussi où on a du mal à savoir si les gens travaillent ou ne travaillent pas. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont plus précisément vos usages. Moi, je suis connecté, j'ai une Apple Watch, j'ai mon smartphone, j'ai mon MacBook et je suis présent sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez chercher. Mais on va utiliser l'application Klaxoon pour savoir quels sont les équipements dont vous disposez, vous. Allez, on donne les résultats. Alors, tout le monde a un ordinateur. On voit qu'on est sur une population de cadres parce que ce n'est pas représentatif de tous les usages. Tablette aussi, vous êtes très bien équipés. Hein. Je ne sais pas si c'est à titre personnel ou professionnel, mais vous êtes bien équipés. Des smartphones, 97%. Alors, je ne sais pas qui a répondu, les 3 personnes qui n'ont pas répondu qu'elles avaient un smartphone, mais en tout cas, elles sont fortes parce qu'elles ont réussi à répondre quand même. Et on a également 10% de monde connecté. Je n'ai pas répondu, donc je ne dois pas être tout seul dans la salle. Alors maintenant, on va regarder si vos taux d'équipement correspondent à la moyenne des Français. Donc les Français possèdent à 80% un ordinateur, 73% un smartphone. C'est des chiffres qui datent de 2017, donc on peut peut-être ajouter 5% au smartphone aujourd'hui. Et puis la tablette, 44%, je n'ai pas de chiffres sur les Apple Watch. Ils utilisent tous les jours donc un ordinateur, un smartphone, une tablette. On voit aujourd'hui que c'est le smartphone qui est prépondérant dans les usages. Et ça, c'est toute population confondue, cadres, jeunes, retraités. Tout le monde utilise le smartphone. Et le smartphone, il n'est pas sans incidence sur notre façon de nous connecter, puisqu'il nous suit toute la journée. On l'a dans les transports, on l'a également, comme on l'a vu, quand on est dans la rue, on l'a au travail, enfin on l'a partout. Et donc du coup, on a tendance à le regarder aussi beaucoup. Et on se connecte également beaucoup sur Internet. Donc on est soumis à tout un tas d'informations, de sollicitations. Et puis on pousse aussi énormément de sollicitations. Dès qu'on a une question, on utilise Internet. Donc il est difficile d'imaginer un monde sans nos smartphones. Alors êtes-vous présent maintenant sur les réseaux sociaux et lesquels? On regarde les résultats. Alors, aucun, 5%. Donc là, on parle de déconnexion. Facebook, 68%. LinkedIn, 76%. On voit qu'il y a des DRH qui font du recrutement. 27% Twitter, très utile pour s'informer sur l'information. Snapchat, ça c'est bien pour discuter avec ses enfants. Instagram pour partager ses photos de vacances et les bons petits plats mangés dans les restaurants rennais. Et puis autres, 11%, donc d'autres réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont encore sur Viadeo et consorts. Alors, est-ce que ça correspond au monde dans lequel on vit aujourd'hui? Alors, vous êtes un peu en avance sur LinkedIn, vous n'êtes pas très représentatif, puisque aujourd'hui, LinkedIn est loin derrière Facebook dans le monde, derrière Snapchat, derrière Twitter, et vous l'avez placé en numéro 1. Et aujourd'hui, dans le monde, un bon quart de l'humanité est connecté grâce à Facebook. C'est quelque chose de quand même formidable. Donc la connectivité n'est pas toujours à mettre à la poubelle. On peut aujourd'hui aller à l'autre bout du monde et garder des relations avec des gens. Et dans le monde professionnel, LinkedIn, ça permet la même chose. Des gens que vous auriez perdu de vue vont se rappeler à vous et vous demander des conseils pour trouver un emploi 10 ans après.
Parfois, c'est même des gens que vous ne connaissez pas, mais on peut aussi agrandir son cercle. Et là où on pouvait entretenir des échanges avec une dizaine de personnes, aujourd'hui, on se retrouve avec des centaines de contacts dans son réseau. La problématique derrière tout ça, vous me voyez arriver, ce sont tous les messages qu'on reçoit sur chaque réseau. Et là, si on souhaite regarder tous les messages de notre fil LinkedIn, de notre fil Facebook et de notre fil Twitter, il faudra plus d'une journée pour écouler une seule journée de ce que vos contacts postent. Donc voilà, en 60 secondes, ce qu'il se passe sur Internet. Donc il y a 1 million de personnes qui se connectent toutes les minutes sur Facebook. Il y a 3,8 millions de recherches sur Google. En 1 minute, il y a 700 000 heures qui sont perdues sur Netflix. Et 41 millions de messages qui sont échangés via Facebook Messenger et WhatsApp, qui appartiennent toutes les deux au groupe Facebook, etc., etc. Donc on le voit, il y a quand même un déluge d'informations, il y a quelque chose qui se passe. Alors maintenant, une autre question pour sonder vos usages. Combien de temps passez-vous chaque jour? Enfin, passe-t-on, c'est pas vous, c'est combien de temps on passe en France, sur Internet. Alors, moins de 3 heures, moins de 6 heures, plus de 6 heures, et puis seulement moins d'1 heure. Et moins d'1 heure, encore une fois, on a des gens, c'est les mêmes personnes qui, à mon avis, ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que c'est chronophage et c'est tellement bien pensé qu'on a envie d'y passer du temps. Et en plus, on a des notifications systématiques pour nous rappeler d'y aller. Alors ensuite, on a moins de 3 heures qui recueillent la majorité des suffrages, quasiment. Et on n'est pas très loin de la bonne réponse, mais on n'y est pas tout à fait. Les résultats globaux, alors la France se situe à 3h40 depuis un ordinateur et 1h36, 1 heure depuis un smartphone. Alors là encore, ce sont des résultats qui datent de 2016. Je n'ai pas trouvé beaucoup plus récent. Mais globalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Sinon qu'aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur leur smartphone que leur ordinateur. Donc il y a une partie du temps qui était consacrée à Internet sur l'ordinateur qui a basculé sur le smartphone. Et alors on regarde les champions du monde, les Brésiliens, qui sont, comme vous le savez tous, champions aussi de la productivité horaire. Et donc voilà, ils passent quasiment plus de 8 heures par jour sur Internet. Alors ça concerne les gens qui sont équipés, hein. Ils ont exclu les gens qui ne l'étaient pas. Mais les gens qui sont équipés au Brésil, oui, voilà. Très mauvais taux de productivité au Brésil. Après, on travaille sur Internet, hein. On travaille aussi grâce à Internet. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais en tout cas, les champions de la connectivité, ce sont les Brésiliens. Et les Japonais, qui fournissent quand même beaucoup de puces informatiques, et les Chinois sont beaucoup moins connectés. En tout cas, les Japonais. Je crois qu'il y a une petite coquille sur la Chine. Je ne suis pas l'auteur des statistiques. Et alors, si on regarde en agrégé le temps que représentent les réseaux sociaux, donc ils sont en train de battre la télévision. Avant, on disait les gens passent trop de temps devant la télévision. Maintenant, plus personne ne dit ça. Hein, c'est vrai. Les gens disent je passe trop de temps sur Netflix ou je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Il faut que je modère mes usages. Bon, et pour les Français qui aiment bien manger, finalement, on passe beaucoup moins de temps à manger qu'à regarder des photos de bouffe sur Instagram. Mais les deux sont sans doute liés. Et maintenant, une question beaucoup plus globale, c'est la dernière question, il me semble, avant-dernière, sur les sites les plus visités en France. C'est aussi assez parlant des usages. Donc, quels sites sont les plus visités à votre avis? Alors, on a Google, impôts.gouv, amende.fr, Amazon, site de rencontres, presse. C'est une très bonne réponse, les sites de rencontres, c'est très consulté. Le Bon Coin, YouTube, Amazon, Marmiton.
YouTube à nouveau. YouTube, Amazon, YouTube, Mappy, Amazon. Vente privée, très consulté, hein, vente privée, surtout dans les entreprises. Météo, banque. Et il faut se connecter le matin pour bénéficier des meilleures ventes. Je pense qu'on a vu à peu près. Wikipédia, restaurant. Alors, le top 10, le premier, c'est Google. Personne ne l'a cité, mais c'est un site, on passe par là. Facebook. Microsoft, c'est la plateforme de Microsoft qui permet d'ensuite de consulter ses mails, mais ça rentre dans la rubrique actualité. YouTube, Orange, pareil, fournisseur d'accès et portail pour consulter ses mails. Le Bon Coin, Wikipédia, Skype, PagesJaune et Amazon. Et oui, pour consulter les adresses, etc. Source médiamétrie. Et maintenant, dans l'entreprise, et ça c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus instructif, puisqu'on se rend compte que ce sont exactement les mêmes. Et tous ne sont pas liés forcément au travail. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une interpénétration forte des usages. J'ai pas trouvé des chiffres plus récents que 2015, mais vous voyez, il y a peu de sites qui sont vraiment très professionnels, à part comment ça marche. Hein, comment ça marche, très utile au bureau. Et on retrouve tout un tas de choses. Donc, les pauses numériques, a priori, ça fonctionne très bien et tout le monde en fait, même si tout le monde ne le dit pas. Et ce n'est pas encore pris en compte par le droit du travail, parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence d'ailleurs où il y a des gens qui se font licencier, pas forcément parce qu'ils n'avaient pas fait leur travail, mais parce qu'on a trouvé qu'ils allaient trop sur Internet. Alors, et inversement, qui a déjà consulté des messages professionnels sur ses outils mobiles en dehors du temps de travail? Donc on a 89% de oui, on a toujours nos irréductibles qui arrivent à résister à la connectivité ambiante. Donc 11% de personnes qui ont répondu non. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe pour les cadres qui sont très connectés, 27% des cadres disent travailler pendant leurs vacances. 75% disent utiliser les nouvelles technologies pour leur usage professionnel sur leur temps personnel. Donc c'était la question à laquelle vous avez répondu. Et un cadre est interrompu en moyenne toutes les 4 minutes. Alors ça ne concerne pas uniquement les sollicitations numériques, ça peut aussi être un collègue qui vous tape sur l'épaule, ou ça peut être quelqu'un qui télétravaille et qui garde en même temps ses enfants. Ça existe aussi. En tout cas, ces pauses ou ces interruptions régulières perturbent fortement notre capacité de concentration, puisque notre capacité de concentration est au maximum pendant 30 minutes. On a 30 minutes pour rester concentré. Donc là, normalement, vous avez été perdu plusieurs fois depuis le début. Et vous êtes encore là, c'est très bien. Mais plus on est interrompu, plus ça va être difficile de se remettre à la tâche. Et donc, 4 minutes si on est sur un travail de fond et qu'on a décidé de s'y mettre, et qu'au bout de 4 minutes, on est interrompu, on va remettre 4 minutes à se relancer dedans. Et donc, du coup, à la fin de la journée, les tâches de fond, elles ne sont jamais épuisées. Ah, et ça, c'est la dernière question, il me semble. Toute dernière question. Combien de fois consultez-vous votre téléphone ? On regarde les résultats ? Alors, plus de 50 fois. En tête, de 10 à 20 fois, plus mesuré, de 20 à 50, entre les deux, et puis moins de 10 fois, toujours les irréductibles, j'ai envie de dire. C'est à peu près toujours autour de 10. Et alors maintenant, si on regarde les résultats, donc déjà 43% des Français avouent
entretenir une relation intime avec leur smartphone. Ça a un nom, ça s'appelle la nomophobie, c'est la peur de perdre son smartphone, le smartphone un peu doudou, qu'on garde d'ailleurs du soir au matin, puisqu'on se réveille avec lui et on se couche avec lui. C'est souvent la dernière chose et la première chose qu'on consulte dans la journée. Et alors, combien de fois on le... les résultats sont à l'intérieur. Nous vérifions notre smartphone jusqu'à 47 fois par jour. Donc ça, c'est la moyenne. Pour les jeunes 18-24 ans, le chiffre monte à 86 fois. Mais ça, ce n'est rien à côté du nombre de fois où on touche notre téléphone. Une idée, un chiffre ? 250, c'est plus. Plus. Bon, allez, beaucoup plus. C'est 2600 fois par jour. C'est toutes les fois où vous êtes dans... Vous regardez, il est là, voilà. Quelque part, ça traduit aussi cette nécessité d'être connecté. Et qu'est-ce que je vais faire sans mon téléphone ? Même quand on part de chez soi et qu'on a oublié son téléphone, quand on prend sa voiture et qu'on n'a pas mis son GPS, enfin, les usages où on a besoin du smartphone se sont démultipliés. Et on est devenu dépendant. Physiquement. Alors, une question, là, cette fois-ci, c'est pas une question, c'est une question ouverte. Vous répondez dans votre fort intérieur. Ça, c'est pour les 10% du départ qui répondent, qui sont peu connectés et qui sont peu sollicités. Alors, est-ce que ce sont des outsiders, des flippés ou des déconnectés 2.0 ? Alors, les outsiders, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas forcément les seniors. Parce que les seniors sont aujourd'hui très connectés à Internet. 87% des Français de plus de 50 ans utilisent Internet plusieurs fois par jour. Et d'ailleurs, ils sont également... Alors, les 70-74 ans sont 8% à fréquenter des sites de rencontres. Voilà. Alors, les outsiders, généralement, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens d'être connectés. Moyens intellectuels, par exemple, qu'ils ne savent pas lire ou écrire. Et ça, c'est un vrai frein, malheureusement, à l'inclusion numérique, ou qui n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir un smartphone avec un abonnement. Les flippés, alors il y a les flippés, c'est une autre catégorie. En général, ils ont entre 35 et 59 ans, donc ce ne sont pas les seniors, ce ne sont pas non plus les jeunes, ce sont les cadres dans la force de l'âge. Et généralement, ils s'auto-limitent. Ils ont surtout peur de l'utilisation qui pourrait être faite de leurs données personnelles. Et donc, ils se protègent vis-à-vis de cela par exemple, n'ayant pas de compte sur Facebook. Je suis sûr que vous, dans votre entourage, vous avez déjà entendu des gens qui disent « Ah non, Facebook, surtout pas, je tiens à ma vie privée. » Voilà. Donc c'est une raison pour laquelle ils sont déconnectés. Et puis vous avez enfin les déconnectés 2.0. Alors là, c'est une tranche d'âge un peu plus jeune, 25-49 ans. Et ce sont des gens qui savent que les technologies sont omniprésentes, qui savent aussi les utiliser, mais qui consciemment coupent plusieurs heures par jour ou qui coupent pendant le week-end pour pouvoir retrouver quelque part, se retrouver soi-même, se retrouver seul et prendre du plaisir aussi sans smartphone. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la question, on va revenir aux notions moins drôles. Le droit à la déconnexion dans tout ça et la loi El Khomri du 8 août 2016 qui a fait grand bruit à l'époque. Et puis finalement, est-ce qu'elle a vraiment changé les pratiques dans les entreprises depuis ? Un petit peu. Bon, elle a ouvert le sujet, mais elle n'a pas transformé grand-chose. Et c'est assez normal puisque dans le code du travail, finalement, les entreprises n'ont pas de grosses obligations, sinon d'écrire un accord, de négocier un accord avec les organisations du personnel. Et puis, si elles n'arrivent pas à un accord, elles édictent elles-mêmes une charte. Et la charte, après, on peut en faire ce qu'on veut. Et finalement, pourquoi je préfère parler de déconnexion ? C'est que le sujet de la déconnexion, il existe depuis longtemps, et notamment dans le droit du travail. Mais il existe aussi
de nombreux enjeux, notamment sur la productivité, je l'ai introduit tout à l'heure, et également la sécurité, la santé. La santé, c'est sans doute le premier enjeu. On a vu qu'il y avait des nouveaux termes qui étaient apparus, comme la cyberdépendance. La nomophobie, c'est le fait d'avoir peur, donc d'être sans son smartphone. Le phobo, c'est la peur de manquer une information. Quand on est de plus en plus connecté à l'information et qu'on a l'habitude de l'avoir en flux direct, eh ben, on n'a pas envie de manquer l'information capitale qui aurait pu se passer. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on soit accro aux notifications sur notre smartphone. On veut les résultats en direct de Roland-Garros, etc., etc. Si, on les partage même parfois avec ses collègues. Des interruptions supplémentaires d'ailleurs. On peut avoir l'interruption par son smartphone et de la personne qui nous interrompt parce qu'elle nous partage les résultats à voix haute. On a aussi la peur donc d'être offline, donc de ne pas avoir de réseau. Ça aussi, c'est une problématique. Dès qu'on n'a pas de réseau, on en fait un sujet et on en parle pendant un moment. Et après, on a le blurring, c'est le fait justement de ne pas distinguer ce qui est pro, de perso, de tout mélanger dans les usages. Alors sur la sécurité, je parlais de la sécurité routière. Aujourd'hui, on constate que les gens qui sont en infraction routière sont généralement des gens qui utilisent leur smartphone au volant, sont généralement au travail ou en trajet domicile-travail, et rarement pendant les vacances. Pendant les vacances, les gens n'utilisent pas leur smartphone dans leur voiture et ils l'utilisent beaucoup plus sur les trajets domicile-travail ou les trajets quand ils sont en mobilité pour aller dans un site industriel, par exemple. Et les entreprises ont une vraie responsabilité là-dessus. Oups, j'ai un petit bug. Puisque écrire un message en conduisant multiplie par 23 le risque d'accident. 23. Alors, si vous voulez un chiffre, 70% des cadres affirment travailler pendant leur trajet et 80% des travailleurs avouent utiliser leur téléphone au volant pendant ces trajets domicile-travail. 80%. C'est interdit en plus. J'étais chez BMW, je leur ai dit. Même les kits main libre, normalement, c'est interdit puisque ça perturbe. J'avais vérifié. Et normalement, c'est interdit. On devrait s'arrêter. Et dans tous les cas, c'est une grosse perturbation et ça déconcentre. Les médecins qui sont dans la salle vous le diront. On ne peut se concentrer que sur une tâche à la fois. Et dès lors qu'on fait deux tâches, conduire et discuter, on est déconcentré. Alors pour l'entreprise, les enjeux sont multiples. Pour rappel, au-delà de la loi que j'ai citée, il y a une obligation générale de sécurité. Il y a également l'impératif de respecter les temps de travail, et en particulier le temps de repos, qui n'est pas conditionnel. Et puis, on a aussi le harcèlement digital. Alors, voilà une petite illustration. Tu as le droit de te déconnecter quand je dors, sinon tu m'obéis. Oui, patron. Il y a des patrons tyranniques comme ça qui demandent à ce que leurs collaborateurs soient disponibles H24 et répondent dans la seconde. Bon, évidemment, ils sont en tort du point de vue du droit du travail et de la santé au travail. Alors, la Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de se prononcer sur ces mauvais patrons. En 2004, donc bien avant la loi El Khomri, bien avant la loi El Khomri, il s'agissait d'un ambulancier qui avait refusé de répondre à des appels de son employeur durant son temps de repos. Et donc la Cour de cassation, très logiquement, a dit le fait de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet pas donc de justifier un licenciement disciplinaire. Mais il y a des entreprises qui vont jusqu'à licencier pour cette raison leurs collaborateurs. J'ai pas pu te joindre sur ton téléphone perso, comment ça se fait? T'es viré. Et pour le coup, là, la Cour de cassation veille.
Et évidemment, derrière tout ça, à envoyer beaucoup de sollicitations. Donc, je parlais aussi des sollicitations. Là, c'était des sollicitations en dehors du temps de travail. Mais on a aussi des gens qui bombardent les gens de mails pendant la journée, pendant le temps de travail. Et c'est pas toujours écrit de manière très cordiale. Et ça peut aussi être considéré comme du harcèlement au travail dès lors qu'il y a répétition dans le temps de ces messages qui peuvent être très dérangeants. Et d'ailleurs, selon le médium où on les reçoit, si on reçoit 10 SMS de son patron dans la journée, ça ne va pas être pris non plus de la même façon que 10 mails, même s'ils sont écrits de la même façon. Parce que, quelque part, le mail est un peu moins impératif que le SMS ne l'est. Et puis, on a aussi les collègues de bureau donc il y a l'employeur, mais il y a aussi les collègues qui peuvent envoyer des mails en dehors du temps de travail et qui arrosent la terre entière. Et là, on a aussi tous une responsabilité en tant que salarié, en tant que collaborateur. On a une obligation moindre que l'entreprise, mais il faut aussi rappeler aux collaborateurs qu'ils sont responsables des messages qu'ils envoient. Et quand ils bombardent leurs collègues, ils peuvent aussi être inquiétés par le droit du travail et que ça peut aussi constituer un motif de licenciement. Bon, je ne vous invite pas à licencier tout le monde, je vous invite plutôt à rappeler les règles élémentaires à vos collaborateurs. Et puis, on a un enjeu de responsabilité sociétale. Je l'ai entendu tout à l'heure quand on regardait le déluge d'informations et tous les messages qu'on envoie tous les jours. C'est que ça pollue énormément. Alors, j'ai lu la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez lu ça, mais les mails de 100 salariés, donc c'est à nouveau une moyenne, équivalent à 13 Paris-New York en avion. Voilà. Et donc, c'est écrit ici, le mail sera à l'origine de 2% des émissions européenne de gaz à effet de serre. Donc, on ne va pas parler de déconnexion, mais il y a un vrai enjeu d'hygiène numérique. Ne pas arroser, ne pas envoyer des mails inutiles. Et puis quand on les envoie, comme la pollution, c'est exactement comme les déchets plastiques, il faut aussi les recycler. Donc il faut penser à supprimer les mails qui restent dormants sur les boîtes mail parce qu'ils continuent à polluer les serveurs et donc à engendrer des dépenses énergétiques fortes. Donc tous les mails qui sont non lus et non utilisés, on devrait les supprimer. Et si on va plus loin, mais là c'est le juriste qui parle, le RGPD invite aussi les entreprises à épurer les boîtes mail au bout d'une certaine durée. Bon, ça peut être aussi accompagné par la DSI, ça peut être plus ou moins automatique, etc. On peut aussi imaginer des mails qui s'auto-suppriment dans le temps. Il y a plein de solutions techniques. Pour l'entreprise, en tout cas, il y a une vraie responsabilité à la fois sociale, environnementale et éthique à accompagner ces usages et cette connectivité. Et enfin, un enjeu d'équilibre de vie, donc là c'est plutôt pour les parents, mais quand on est trop accro à son travail, on n'a pas de temps pour s'épanouir personnellement. Et donc la Cour de cassation rappelle aussi régulièrement ce droit qui est très proche du droit au repos. Alors la question enfin de la productivité, ça c'est pour l'entreprise. On l'a vu, quand on est coupé fréquemment, on n'arrive pas à se concentrer. Et là, on revient justement à repenser l'organisation de travail. Jusqu'à présent, on avait une organisation tayloriste du travail. Vous êtes présent de telle heure à telle heure et pendant ce temps-là, vous restez dans l'entreprise. Et peut-être qu'il faut déconstruire cette notion en imaginant de nouvelles articulations entre les temps dans l'entreprise, des temps où on serait dans l'entreprise connecté avec les autres, tout en étant chez soi, et des temps où on serait déconnecté tout en étant dans l'entreprise. Je m'explique, un petit exemple, les réunions. Vous passez tous du temps en réunion. Vous avez tous remarqué qu'au bout d'un certain temps, souvent 30 minutes, les gens sont déconcentrés. Tout le monde regarde ses chaussures ou son smartphone caché entre ses jambes, ou parfois, aux yeux de tous, son ordinateur qui est posé sur la table. Donc,
Généralement, les gens prennent très peu de notes. Ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils regardent tous les mails qu'ils reçoivent, ils en envoient aussi, mettent tout le monde en copie, et finalement, la réunion dure 3 heures, personne n'a rien écouté. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire des réunions plus courtes, 30 minutes, mais 30 minutes sans smartphone? Ça, c'est efficace. Il y a une citation qui est assez longue, mais que je voudrais vous lire, que je trouve très, très, très parlante. Les échanges habituels entre deux personnes sont une communication autonome, implicite, non consciente, rapide et économique en énergie, alors que les mails sont un traitement contrôlé de l'information. C'est vrai que quand on envoie un mail à quelqu'un, on doit penser à tout un tas de formules. Les mails incessants sont dévitalisés et quantitativement inhumains. Donc ça, c'est tous les mails que vous devez traiter tous les jours. Et cette saturation de l'information est cognitivement harcelante. Votre cerveau n'a pas le temps de traiter l'information, qu'il lui en arrive déjà une nouvelle. Elle implique 2 cerveaux qui s'emballent sans frein. Et donc ça, c'est un peu la course à qui enverra le plus de mails dans l'entreprise pour montrer au boss qu'il a bien fait son travail. C'est vrai. Et plus on est fatigué, moins notre cerveau est capable de traiter l'information, plus on se surmène. C'est un cercle vicieux qui peut favoriser le burn-out. Et devant ces situations à risque, les entreprises ont une vraie responsabilité, je le redis, déjà en formant les collaborateurs, en les sensibilisant, mais aussi en accompagnant les collaborateurs qui utiliseraient mal ces outils. Et je suis sûr que vous en connaissez tous. Donc il faut leur dire, il faut pas avoir peur de dire à son collègue, bah, excuse-moi, mais t'envoies un peu trop de mails, c'est pas la peine de me mettre en copie à chaque fois. Ou, si je t'ai mis en copie, c'est que j'attendais pas de réponse de ta part. C'est des choses évidentes, mais personne ne les a jamais appris à personne. Et alors finalement, quelles initiatives et pratiques d'entreprise? Donc il y a une charte qui ne coûte pas très cher, qui s'appelle 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie, qui rappelle le b.a.-ba, mais il y a quelques règles pratico-pratiques, et les entreprises peuvent s'engager à la signer. Bon, elle est un peu ancienne, mais ça peut aussi aider à la rédaction de chartes, justement. Parmi les propositions intéressantes, ne pas considérer toutes les réunions comme obligatoires, déléguer dès que possible, donc pas de réunion avec 300 personnes qui n'ont pas besoin d'être là. C'est planifier les réunions sur des plages restreintes. Alors eux, ils ont mis 9h, 19h, 18h, c'est déjà un peu tard. Sauf urgente ou activité spécifique. Éviter les réunions lorsque certains participants ne peuvent être présents, notamment le mercredi. Favoriser les réunions courtes. Il y a le bon usage des emails. Ne pas céder à l'instantanéité de la messagerie. D'ailleurs, les mails ne sont pas faits pour les messages immédiats. Les mails, normalement, c'est pour des échanges désynchronisés dans le temps et il ne devrait pas y avoir de mails urgents. Quand c'est urgent, on va voir la personne ou on l'appelle. Limiter les envois de mails hors des heures de bureau. Beaucoup de choses très simples, mais qu'il faut rappeler régulièrement. Alors, il y a des entreprises qui ont pris des accords. Je vais assez vite. J'ai été chez BMW, c'est pour ça que je m'appesantis un peu dessus. Il y a une notion que j'avais trouvée très intéressante chez eux. C'était notamment sur les personnes qui ne sont pas dans l'entreprise et qui sont en arrêt maladie de longue durée. Et ils ont prévu dans leur accord que ces personnes-là puissent continuer à recevoir des informations sur la vie générale de l'entreprise. Et c'est pour ça que je parle de droit à la bonne connexion. Parce que là, pour le coup, c'est important de continuer à savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Pas de connaître le suivi du dossier de Madame Dupont, mais de savoir que tel accord a été négocié, que la vie de l'entreprise. La vie de l'entreprise continue pour les personnes qui sont aussi en arrêt maladie. Elles continuent à faire partie de l'organisation. Alors là, c'est justement ce qu'on disait. Messagerie électronique est utilisée là où une rencontre face à face ou un échange téléphonique n'est pas possible ou inapproprié. Donc eux, ils privilégient les échanges en one-to-one dans la vie réelle. Et ils rappellent l'absence d'obligation de répondre aux mails, SMS, messages en dehors du temps de travail. Et ils ont accompagné tout ça d'une formation. Voilà. Alors chez Orange, ils en ont fait un outil de transformation numérique de la société. Et tout est basé sur leur plateforme Plaza, donc c'est leur réseau social
un peu comme Facebook, etc., qui est censé déporter une partie des messages généraux de l'entreprise. Donc ça, c'est censé alléger aussi les boîtes mail où il y a beaucoup de messages très généraux pour la cagnotte d'un tel qui s'en va, etc., mais qui ont l'air anecdotiques, mais qui représentent une part significative de mails, et c'est souvent là où on a des chaînes de mails à n'en plus finir qui fatiguent en fin de journée. Et là aussi, une organisation des temps collectifs sans recours aux technologies de l'information et de la communication. Utilisation donc voilà, des médias sociaux plutôt que le mail. Aujourd'hui, le vrai mal sur la connexion dans l'entreprise, c'est le mail. Après, le deuxième écueil, et là il est personnel, c'est les intrusions de notre vie personnelle dans notre temps de travail. C'est ça c'est la conjonction des deux qui fait que les journées sont longues et qu'on n'arrive pas à aller au bout de son travail. Et puis à la Poste, donc eux ils en ont fait un sujet d'égalité, ils l'ont mis dans leur accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment donner la bonne alors dedans il y a donner la bonne information au bon interlocuteur au bon moment, et ils auraient pu rajouter via le bon outil. Mais c'est une notion qui est aussi très importante et qu'il faut rappeler. Ils ont mentionné la notion d'envoi différé. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aussi demander au DSI dans vos entreprises. Il est possible de paramétrer les boîtes mail pour que on puisse, si vous avez envie de travailler le week-end, vous écrivez vos mails, mais ils ne partent que le lundi matin à 9 h et pas le samedi. Voilà, vous pouvez mettre aussi dans brouillon. Ça se fait aussi très bien. Mais il faut le rappeler, tout le monde n'a pas ces automatismes. Et un dernier accord, chez Airbus Hélicoptère, on prend un peu de hauteur, et donc eux, ils ont inventé le concept de connexion choisie. Il appartient aux salariés de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. Donc eux, ils ont fait le pari de transformer l'organisation de travail en disant bon bah tout va exploser et voilà. Mais c'est très novateur, peut-être un peu en avance par rapport au droit du travail. On pourrait leur taper sur les doigts. Sur la gestion des réunions, ils ont des recommandations d'horaire qui sont assez strictes. Pas de démarrage avant 8h30, sachant que c'est une entreprise internationale, donc c'est une vraie contrainte. Et pas de fin après 16h pour les personnels non cadres et 18h30 pour les personnes cadres. Là, pour le coup, c'est pour que les journées ne soient pas à rallonge. Et c'est important. Donc après, si vous avez la charge ou la responsabilité ou que vous êtes chargé d'écrire une charte d'usage numérique, il y a quelque chose à avoir en tête. Déjà, ne pas reproduire les textes légaux parce qu'ils sont trop compliqués et ils vont endormir tout le monde. Les gens ne vont pas aller au bout, donc il faut être court. Il faut parler dans un langage clair. Au plus près, il faut aussi penser aux usages réels des gens. Il ne faut pas se fermer les yeux en faisant comme si les gens n'allaient pas sur Facebook dans la journée en disant « vous n'irez pas ». Alors, un usage modéré est toléré par le droit du travail. Définir les comportements attendus des salariés, c'est ce que j'ai répété plusieurs fois sur les boîtes mail, et dire bah voilà, on ne met pas en copie plus de 3, 4, 5 personnes. Un mail n'est pas urgent, privilégier le téléphone si ça l'est, etc. Et puis donner voilà, des cadres très pratico-pratiques. Et vous pouvez aussi co-construire ça avec vos collaborateurs, sachant que les ouvriers, les cadres ont aussi des pratiques qui sont très différentes les uns des autres. Donc il faut aussi synchroniser les gens entre eux. Et donc s'approprier les outils numériques, ça passe aussi par la formation. Donc c'est ce que j'ai un peu montré sur cette slide. Et on ne peut pas passer à côté de ça pour les gens qui télétravaillent. Pour les gens qui télétravaillent, les outils numériques, c'est une façon de rester connecté à l'entreprise. Donc il faut forcément repenser l'organisation de travail au moment du passage au télétravail. On ne peut pas faire sans. Quand j'étais chez BMW, c'était assez étonnant. Ils m'ont raconté, au début, quand on a mis en place le télétravail, je recevais beaucoup moins de mails à la maison, parce que les gens n'avaient pas l'habitude, etc. Donc ils étaient loin, on les avait oubliés. Bon, petit à petit, l'usage entrant, ils ont pu oublier leurs collègues et ils ont envoyé encore plus de mails aux gens qui étaient à distance.
Et donc, le télétravail s'est inscrit dans une inflation de messages. L'effet inverse attendu souvent par les gens qui se mettent en télétravail. Donc, peut-être qu'eux, ils avaient besoin de passer à des outils plus collaboratifs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Slack, par exemple, qui permet de gérer l'information de manière un peu plus intelligente avec des groupes, etc. Enfin, il y a beaucoup d'outils collaboratifs qui sont aujourd'hui plus efficaces que le mail. Donc voilà, petite recommandation, le smartphone a mis l'individu au centre, il faut faire la même chose au sein de vos organisations. Maintenant, on a tous ça, on a tous l'impression d'être le maître du monde avec son smartphone. C'est vraiment une notion que les gens ont. Ils veulent aussi du coup être au centre de l'organisation de travail et personne ne travaille exactement de la même façon et commence sa journée à 9 h non-stop jusqu'à 18 h ou 19 h. Donc c'est un sujet aussi pour la dématérialisation des entreprises. On en parle de plus en plus, de la compétitivité. Si on ne change pas les façons de travailler et qu'on les rend pas compatibles avec les outils, ça fonctionne pas. On arrive juste à des gens qui reçoivent 200 mails par jour et qui ne finissent que par traiter ça. Et si les gens envoient autant de mails, c'est pas uniquement par plaisir, mais c'est aussi pour se couvrir, pour montrer qu'ils travaillent. Quand on est en télétravail, il faut montrer à son chef qu'on est bien derrière son écran et qu'on n'est pas en train de garder le chien. Et donc ça explique aussi pourquoi on envoie autant de messages quand on est en télétravail. Donc il faut repenser aussi son organisation avec et à partir de ces outils. Et enfin, dans la vie personnelle, ça marche aussi dans les transports en commun. Alors moi j'habite la région parisienne, mais dans le métro à Rennes, je suis sûr qu'on retrouve la même chose. Maintenant, tout le monde est le nez dans son smartphone et on ne crée plus d'occasion d'échanger avec les autres. Et pourtant, c'est aussi important vivre ensemble dans l'entreprise, le bon fonctionnement des réunions sans mail, enfin sans smartphone. Le vivre ensemble, ça passe aussi par un sourire échangé dans le métro, etc. Et toutes ces petites attentions qu'on oublie parfois à cause de nos outils. Donc, pensez bonne connexion, et pas forcément déconnexion, mais voilà. Alors, je voulais vous lister quelques bonnes recommandations, mais j'ai vu, et donc comme ça, on va pouvoir terminer dans les temps, j'ai vu, à la sortie, vous irez le consulter, une fiche pratique sur la messagerie électronique. Vous pouvez, à mon avis, vous en inspirer, ou même le photocopier, je pense que c'est autorisé, et le diffuser à vos collaborateurs. Voilà, ou sur intranet en format numérique. Ça fera un mail de plus. Non, mais faites-en plutôt que d'en faire un mail, d'ailleurs, vous pouvez le partager en début de réunion et dire avec vos collaborateurs, qu'est-ce qu'on va mettre en place, choisir une action et regarder ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous synchroniser sur les mails. Je suis sûr que par groupe, vous avez tous des pratiques très différentes. Une petite citation pour reprendre un petit peu de hauteur. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est pas neutre non plus. C'est la première loi de l'informatique. Donc elle date des années 70, mais je vais peut-être dire une bêtise. Oui, c'est ça. Et donc pour comprendre cette loi dans sa globalité, il faut ajouter la fin de la citation. Toute innovation technologique semble nécessiter des progrès techniques supplémentaires pour être pleinement efficace. Bref, ça ne s'arrête jamais. Il faut aussi repenser son organisation. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des outils sans le mode d'emploi.